peut commencer peut-être. Super. Ok. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie tous pour venir assister à la restitution de ce bilan mondial de la finance climat 2020. Je remercie également nos interprètes. Ça me permet aussi de rappeler à tous et surtout à nos intervenantes de ne pas parler trop vite pour leur faciliter la tâche. Je me présente, alors je m'appelle Amaury Parel, je coordonne l'observatoire de l'association Climate Change. Un petit rappel sur ce qu'est Climate Change, c'est une association internationale fondée en 2015, un peu en amont de la COP 21. L'idée étant de réunir les acteurs non étatiques dans leur diversité pour qu'ils puissent travailler ensemble sur des thématiques clés pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Alors ce grand objectif, nous le réalisons à travers 3 activités. Un portail en ligne avec plusieurs outils, avec une cartographie des projets, une bibliothèque. Nous animons secondement des coalitions d'acteurs sur des thématiques liées à la lutte contre le changement climatique. Et enfin, l'Observatoire, donc le programme qui me concerne plus particulièrement, qui publie depuis 2018 des bilans thématiques de l'action climat qui analysent et synthétisent les actions des entreprises, des collectivités et de toute la société civile, et également des acteurs de la finance au niveau mondial, et le tout en français et en anglais. Voilà, alors pourquoi un bilan finance à Climate Change et en partenariat avec Finance for Tomorrow pour la 3e édition maintenant? Tout simplement parce que limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et s'adapter à ces impacts inéluctables aujourd'hui demande un effort de réflexion et de mise en œuvre qui est sans précédent dans tous les secteurs de l'économie réelle et dans tous les territoires dans le monde. Ces besoins en financement pour les villes, pour les régions, pour les entreprises et pour tous les acteurs de la société civile finalement, sont tels que quelques lignes supplémentaires de financement climat ou la présence ou la création d'acteurs financiers spécialisés ne sera certainement pas suffisante. Et c'est donc tout le secteur financier et toutes leurs décisions qu'il s'agit de rendre compatibles avec ces objectifs climat, qui sont acceptés par tous ou presque tous, en tout cas. Donc c'est pourquoi Climate Change, on tient à poursuivre ce travail de suivi et de progrès réalisé par les acteurs de la finance dans leur diversité, du cadre d'action, de leur cadre d'action, des régulateurs, et puis également, et surtout cette année d'ailleurs, d'explorer les avancées d'autres dimensions de la transition du secteur financier, comme la biodiversité ou l'impact social que nous allons voir juste après, qui sont tout aussi importants que pour les objectifs climatiques, pour l'atteinte de ces objectifs climatiques. Alors cette restitution du bilan finance, du bilan mondial de la finance climat 2020 sera réalisée par Maria Scolan, qui est conseillère du président de l'Institut de l'économie pour le climat, ou dit I4C, et Émilie Marbeau, qui est consultante senior finance et environnement chez iCare et Consult. Voilà, mais avant, je vais passer la parole à Anne-Claire Roux, qui est la directrice générale de Finance for Tomorrow, que j'aimerais aussi remercier pour cette collaboration depuis maintenant 3 ans. Merci beaucoup. Merci Amaury. Bonjour à tous et puis ravie d'être avec vous, même si c'est comme toujours maintenant on est habitué virtuellement pour cette 3e édition. Donc effectivement, je suis très heureuse en tant que directrice générale de Finance for Tomorrow de publier déjà cette 3e édition et on voit qu'on attire grâce à ce bilan un public extrêmement divers pour suivre les grandes tendances internationales du secteur et je crois vraiment que ce document est un document extrêmement utile pour suivre les avancées et permettre à chacun d'y voir un peu plus clair sur l'action climatique et pas seulement en France, mais aussi au niveau international. Donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Finance for Tomorrow est une association qui a été lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace. On réunit aujourd'hui plus de 80 membres de l'écosystème financier français. Et l'objectif, c'est vraiment pour nous de faire de la finance verte, mais de la finance durable dans son ensemble, parce qu'on parle beaucoup des enjeux climatiques et c'est tout l'objet du document d'aujourd'hui, mais on essaie vraiment de se positionner, y compris sur les enjeux sociaux de la transition écologique. Et donc, l'objectif de Finance for Tomorrow, c'est de faire de ces questions de finance verte et durable un des éléments moteurs du développement de la place financière de Paris et de pouvoir la positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. Et on voit qu'on a quand même un certain nombre de cartes en main et nos rédactrices d'ailleurs, I4C et iCare sont aussi des éléments moteurs au niveau de la place et donc on veut vraiment valoriser cet écosystème d'acteurs extrêmement engagés.
Et depuis la COP21, un de nos leviers d'action, c'est Climate Finance Day, qu'on organise donc chaque année et qui est à la fois un catalyseur des engagements, puisque c'est lors de ce premier événement, il y a 5 ans maintenant, que les premières annonces de sortie du charbon ont été faites. Cette année, on a eu aussi de nouvelles annonces de désinvestissement dans le pétrole et dans le gaz. Mais le Climate Finance Day veut aussi une vitrine des meilleures pratiques du secteur. Et justement, cet événement vise aussi à dresser le bilan des principales réalisations et à présenter également les solutions innovantes, à la fois du côté des acteurs privés, bien entendu, mais aussi du côté des acteurs publics pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on est très heureux depuis maintenant 3 ans d'utiliser cette caisse de résonance qui est le Climate Finance Day pour publier ce bilan mondial avec Climate Change, que je souhaite aussi remercier. Je remercie vraiment Amaury et toute l'équipe de Climate Change pour cette collaboration. Et puis, bien entendu, Maria Scolan et Émilie Barbeau, les rédactrices, pour cet excellent travail que je vous invite à découvrir. Et je voudrais terminer peut-être cette introduction rapide sur 2 éléments. Déjà, vous dire que ce que je trouve intéressant dans le document cette année, c'est qu'on voit en fait qu'on explore tout un tas de domaines, de frontières plus larges que juste le climat. On voit notamment, Amaury l'a rapidement cité, mais par exemple des enjeux nouveaux qui apparaissent avec la COP26 en Écosse, mais aussi la COP15 en Chine, que sont par exemple la biodiversité, qui sont des sujets sur lesquels on travaille. Et c'est important de travailler au maintien, mais aussi au renforcement de cette dynamique. Et que je crois que dans ce sens-là, le bilan mondial apporte vraiment une vision experte qui permet de nourrir la réflexion sur l'évolution de l'action climatique, mais qui permet aussi de compiler des données précieuses sur des thématiques et des sujets, encore une fois, positionnés à la frontière des enjeux climatiques. Et puis l'autre point important, c'est que ces données qui sont publiées à travers le bilan sont des données de suivi au niveau international. Et pour nous, c'est très important parce que ça s'inscrit, et je terminerai là-dessus, sur un projet dont peut-être vous avez déjà entendu parler, que nous avons lancé cette année pour le Climate Finance Day, qui est un observatoire de la finance durable, qui a vocation à faciliter le suivi de l'action et des engagements du secteur financier, parce qu'on voit que justement, après cette première phase de mobilisation et de prise d'engagement et qui doit se poursuivre, nous sommes néanmoins entrés dans une nouvelle phase qui est celle vraiment de la démonstration de l'impact et de l'alignement de ces engagements. Et donc pour cela, on a besoin de faire preuve de transparence pour montrer la transformation qui s'opère au sein du secteur financier. Et c'est vraiment tout l'objectif qu'on veut pouvoir porter avec cet observatoire de la finance durable pour faire à la fois le suivi et la présentation des engagements individuels qui sont pris au niveau de la place de Paris depuis 5 ans maintenant, mais aussi pouvoir présenter des données agrégées par secteur. Et dans ce sens-là, je crois que c'est encore on va dire une nouvelle démonstration de la manière dont vraiment nos actions avec Climate Change sont extrêmement complémentaires. Et ce bilan s'inscrit vraiment justement en écho de manière extrêmement complémentaire du travail qu'on veut mener avec cet observatoire. Donc merci à tous, merci à Climate Change encore une fois, merci aux rédactrices, et puis surtout, je vous souhaite une bonne découverte plus en détail de cet excellent travail. Et ben voilà, maintenant on va pouvoir laisser la parole à Maria et Émilie. Ok, bon, je vais ouvrir la présentation. Bonjour à tous. Je suis heureuse de faire ce bilan pour la 3e année avec l'apport essentiel d'Émilie Barbeau. Donc, à travers ce bilan, nous avons constaté que depuis l'accord de Paris, un élargissement et un approfondissement de la prise en compte du climat par les acteurs financiers. La mesure de ces progrès est facilitée depuis 2017 avec la publication des recommandations de la TCFD, la Task Force sur les Climate Financial Disclosure, c'est-à-dire de règles de transparence sur le climat que les entreprises et les acteurs financiers peuvent appliquer à titre volontaire. Donc, d'une part, le nombre d'acteurs économiques et financiers qui appliquent ces recommandations progresse. Il atteint désormais 1500, dont environ 500 pour le secteur financier. Et d'autre part, le suivi depuis 2018 des rapports sur le climat publiés par les acteurs financiers selon la TCFD permettent de mesurer ces progrès.
Slide suivante, s'il te plaît. La suivante, alors. Donc, vous voyez ici une sélection d'indicateurs pour les détenteurs d'actifs, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs, sur un échantillon assez large d'environ 1700 signataires des Principles for Responsible Investment, qui publie un rapport selon la TCFD. Bon, dans le bilan lui-même, vous trouverez des indicateurs beaucoup plus détaillés. Et de ce que nous avons sélectionné, notre conclusion résumée est que les investisseurs tiennent progressivement compte du climat dans leurs décisions financières. Mais ils restent encore peu nombreux à modifier leur stratégie d'investissement plus largement. Et comme vous le voyez également, ces actions progressent, mais restent encore minoritaires. Les informations que nous avons utilisées et dont nous disposons pour les banques portent quant à elles sur un très petit nombre de très grandes banques, 39, pour un nombre estimé de banques à l'échelle mondiale de 18 000. Ce sont les seules qui publient actuellement un rapport TCFD. Néanmoins, ces banques, ces grandes banques mondiales, représentent une part non négligeable des actifs bancaires mondiaux. Donc, les informations qu'elles nous apportent sont intéressantes. Ce qu'on cherche à souligner ici, c'est que la moitié d'entre elles sont surtout focalisées sur les risques et opportunités du changement climatique dans leur bilan, c'est-à-dire sur l'impact du changement climatique et de ses manifestations dans leurs activités. Et cela plutôt que sur l'impact de leur financement sur le climat. Or, cette deuxième dimension, cette deuxième matérialité, est certainement aussi très importante, sinon plus, dans une logique de transition. Donc, par ailleurs, les informations que nous avons trouvées ne sont pas très détaillées, donc elles peuvent couvrir des réalités assez disparates en termes de périmètre, de degré d'exigence. Néanmoins, elles indiquent que les stratégies les plus élaborées des banques sont déployées en Europe et particulièrement par les banques françaises. Et cela tient sans doute pour une large part aux réglementations et supervisions qui sont mises en place pour le secteur financier. Sur ce point, je laisse la parole à Émilie. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a également observé une montée en puissance de la régulation et la supervision financière au niveau du climat, avec une nette prise de conscience de la part des régulateurs et des superviseurs que le climat, le changement climatique, présente un véritable risque d'entravement à la stabilité financière, donc qui est au cœur du rôle des régulateurs et superviseurs. Et donc, à ce titre, on a pu observer des virages à 180 degrés, parfois de certains acteurs reconnus pour leur conservatisme, qui sont maintenant confiants pour dire que le climat n'est pas qu'un choix politique laissé aux politiques publiques, mais bien un véritable élément technique qu'il faut intégrer dans le rôle des superviseurs et régulateurs. Donc, évidemment, on peut penser au discours de Christine Lagarde cet été qui a affiché le rôle clair de la BCE dans la lutte contre le changement climatique, mais également des annonces de d'autres acteurs. On remarque parallèlement une forte collaboration des régulateurs et superviseurs au niveau mondial. Donc, l'illustration parfaite est donc la création et la montée en puissance du réseau NGFS, donc Network for Greening the Finance System, donc, qui a été créé en 2017 par 8 membres et qui maintenant est composé de 66 banques centrales et autres superviseurs. L'action des régulateurs et superviseurs reprend donc 3 principaux chantiers, donc on a présenté dans le bilan, mais de façon synthétique. Donc on peut d'abord observer les travaux qui ont été mis en œuvre de définition de ce que c'est qu'un actif vert,
Donc, évidemment, on pense à la taxonomie européenne, dont la première version est adoptée en juin 2020 et qui donc se concentre sur la définition d'une taxonomie sur deux axes climatiques, donc atténuation et adaptation au climat, qui apporte la première pierre à l'édifice d'une première classification de ces actifs. Même si après avoir mis en place la colonne vertébrale, il faut mettre les muscles et il y a évidemment beaucoup de difficultés et de critiques qui sont justifiées dans la mise en œuvre. Mais en tout cas, le standard de place est là et attend à être plus enrichi et va être complété dans les années à venir. On voit aussi d'autres régions du monde qui développent des taxonomies, donc par exemple la Chine, qui travaille sur l'actualisation de sa taxonomie des obligations vertes, et on remarque une relative convergence avec la taxonomie européenne. En deuxième point, on a également observé le rôle des superviseurs et régulateurs dans le risque climat de la gestion des bilans. Aujourd'hui, au niveau de la régulation et de la supervision, le climat était absent des exigences de gestion de bilan jusqu'à ce jour. Donc, aujourd'hui, les acteurs sont conscients qu'ils ne peuvent pas mettre en place des exigences de fonds propres. C'est encore trop tôt au niveau du climat, mais on a remarqué donc, depuis 2 ans des phases d'exercice pilote, donc de stress test climatique. Donc, par exemple, la Banque centrale des Pays-Bas qui a effectué un premier exercice en 2018, mais également la Banque d'Angleterre et l'ACPR, qui est l'organisation de supervision des banques et assureurs français, qui ont lancé des exercices pilotes. Et enfin, on observe également des exigences de transparence qui sont de plus en plus strictes sur le climat, avec par exemple le règlement de disclosure de l'Union européenne qui devrait normalement être appliqué à partir de mars 2021 et qui demande des exigences de transparence au niveau des acteurs et également au niveau des produits financiers, s'inspirant largement des recommandations de la TCFD. Mais également au niveau national, on observe un renforcement des exigences de reporting. Donc là, en dernière date, le Royaume-Uni qui a sorti sa feuille de route en rendant obligatoire l'alignement des reportings aux recommandations de la TCFD d'ici 2021. Donc, le principal message clé qu'on peut ressortir de cette montée en puissance de la réglementation, c'est que désormais, l'institution financière ne pourra pas seulement optimiser son reporting, mais devra véritablement intégrer le climat dans ses décisions financières et la gestion de ses risques au niveau global. Et je laisse la parole à Maria pour la troisième tendance. D'accord. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? OK. Donc, nous voyons ici le développement d'outils d'investissement et de financement vert ou plus largement durables. Les fonds d'investissement vert et durable se sont multipliés ces récentes années et surtout en 2020. Il n'y a pas de chiffre ici, mais si l'on en croit la base de données Morningstar. Alors, cette tendance toute récente, certains seraient tentés de l'attribuer à la progression de la pandémie de Covid, mais il est plus raisonnable de penser qu'il s'agit d'un mouvement plus profond de recherche de maîtrise de risques élargis, et notamment motivé par le fait que ces risques seront désormais contrôlés de plus en plus par les superviseurs financiers. Parallèlement, et c'est ce qu'illustre la slide, les outils de financement que sont les prêts et les obligations vertes ou durables se développent aussi rapidement, comme vous le voyez. Mais les montants restent encore très petits et ne représentent qu'une faible part de l'ensemble de l'endettement. La création d'une taxonomie des activités vertes en Europe et l'obligation de transparence, notamment des banques, permettra d'affiner ces résultats.
On voit aussi, aux côtés des instruments destinés à financer exclusivement des activités des actifs verts, qui sont donc liés à une taxonomie, apparaître des instruments qui récompensent et tiennent compte des performances des emprunteurs en termes de transition bas carbone ou plus largement d'objectifs de durabilité. Dans le même ordre d'idées, une notion nouvelle apparaît qui est la finance de transition. Il s'agit par là de reconnaître à travers des principes et des critères qui restent en cours d'élaboration, donc cette tendance est toute récente, les outils destinés à financer l'évolution de secteurs très émetteurs vers des modèles plus durables. Alors, dans le rapport, nous voyons cette tendance émergente comme importante, parce qu'il est évident que la transition se fera aussi par l'évolution de l'économie dans son ensemble. Et le sujet sera d'ailleurs au programme du volet finance de la présidence britannique de la COP26, qui est pilotée par Mark Carney. L'important sera bien sûr de définir des rythmes et des niveaux d'ambition suffisants et réalistes. Et cela rejoint une autre tendance qui est celle de la recherche dans les stratégies d'acteurs financiers d'un alignement sur les objectifs de l'accord de Paris, dont Émilie va vous parler maintenant. Alors, en effet, on remarque des annonces, au-delà des annonces stratégiques de certains acteurs financiers de s'aligner avec l'accord de Paris. On remarque donc l'émergence et le développement de plusieurs méthodologies qui mesurent la contribution à l'accord de Paris et donc transcrivent cela dans des températures de portefeuille. Donc, qui sont des messages très, très forts, avec un fort potentiel de communication et qui peuvent devenir des outils d'aide à la décision très, très intéressants. Aujourd'hui, c'est une étude qui a été alimentée par l'Institut Louis Bachelier qui montre que les méthodologies qui existent présentent des hypothèses sous-jacentes très différentes et donnent des résultats souvent divergents. Donc, ces outils sont aujourd'hui plutôt utilisés comme des reporting sur des portefeuilles pilotes et pas spécialement sur des éléments déterminants dans les décisions d'investissement. Mais évidemment, il est fort probable que dans les 3 prochaines années, en tout cas on espère, ces outils, ces différentes méthodologies vont s'alimenter et converger. De façon plus globale, sur les métriques, on rencontre, et c'est aussi ce que disent beaucoup d'acteurs financiers, une difficulté de manque de données harmonisées, notamment de la part des entreprises, où le disclosure n'est pas forcément harmonisé et transparent sur des données climat. Et donc, beaucoup de méthodologies aujourd'hui reposent sur des proxys et des hypothèses qui parfois ne représentent pas tout à fait la réalité. Cependant, en conclusion sur les métriques, on peut dire qu'aujourd'hui, même si aucun indicateur n'est tout à fait stabilisé, cela ne constitue pas un alibi. Il faut que les acteurs financiers commencent à mesurer, à utiliser ces indicateurs qui vont continuellement s'améliorer et se nourrir des données qui seront de plus en plus disponibles, et qu'un indicateur à lui seul ne peut pas capter toute la réalité de la maturité climat d'une entreprise, mais justement plusieurs indicateurs différents pourront permettre de capter les différents signaux qui permettront aux acteurs financiers de se faire une idée raisonnable du positionnement climat de leurs actifs et que cela pourra aussi nourrir leurs décisions de financement ou d'investissement. Et donc, si on passe à la slide suivante, donc comme cela a été évoqué en introduction, on a donc décidé d'enrichir ce bilan aussi de nouvelles thématiques, mais ce n'est pas qu'une décision de rédaction, c'est aussi ce que l'on a évidemment observé, un élargissement de perspectives des thématiques environnementales au niveau de la finance, qui du coup ne se concentre plus au climat, mais intègre d'autres enjeux environnementaux et également l'articulation avec les enjeux sociaux.
Donc d'abord, on remarque une montée en puissance des enjeux de la biodiversité. Donc cela a été marqué par la place prédominante qu'a pris la biodiversité au niveau des politiques publiques et des médias. Donc, avec l'illustration parfaite et la COP 15, donc, qui a été décalée en 2021 et qui aura lieu à Kunming en Chine et qui marque la fin d'un cycle de renégociation de l'ONU des objectifs biodiversité qui avaient été pris en 2010 à Aichi au Japon et qui n'ont pas été atteints. Et donc, à ce titre, on a pu observer une mobilisation des acteurs financiers justement pour interroger le rôle de la finance dans la protection de la biodiversité, et donc notamment avec la création de l'initiative donc Finance for Biodiversity Pledge, qui compte aujourd'hui 26 institutions financières qui sont signataires en septembre 2020 et qui se sont fixés des objectifs finance biodiversité en 2024. Donc, à côté de ces prises de position, on a également des travaux méthodologiques qui sont en cours, car évidemment, il faut développer des métriques pour mesurer le lien entre finance et biodiversité. Donc, tout cela est alimenté en continu par la plateforme de l'Union européenne qui s'appelle Business at Biodiversity. Et on a pu aussi observer cette année que plusieurs investisseurs se sont regroupés et ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner un provider afin de financer le développement d'une métrique qui mesure une empreinte biodiversité. Et enfin, en parallèle, on a la standardisation de modes de reporting, comme ça a pu l'être sur le climat, mais avec la biodiversité. Donc, avec le lancement de la TNFD, donc Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, qui se veut comme objectif de développer des standards de reporting de l'impact de la finance sur la nature, et également au niveau national. Donc, par exemple, la France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat en 2018, qui élargit les exigences de reporting des investisseurs institutionnels au-delà du climat, en intégrant des éléments de biodiversité. Si maintenant on passe à l'articulation avec les enjeux sociaux. Donc, cela peut s'inscrire dans une tendance plus large qui touche la finance de la recherche d'impact, avec l'interrogation de comment mesurer et optimiser les externalités positives en allant plus loin que l'intégration ESG, et en décloisonnant la mesure d'impact qui a été longtemps cantonnée à une niche qui est l'impact investing, mais en réfléchissant à des travaux transverses à toutes les classes d'actifs sur l'impact. Donc, évidemment, on pense au succès et des objectifs de développement durable, où de nombreux reportings maintenant y font désormais référence. Les PRI ont également publié une structure de reporting alignée avec les ODD. Et il y a aussi des fonds thématiques environnementaux qui proposent de plus en plus des indicateurs d'impact. Donc, tout ceci, en plus des initiatives de place de mesure d'impact qui ont vu le jour, font face à un défi qu'il faudra faire face dans les prochaines années, qui est le manque d'harmonisation de standards méthodologiques sur la mesure d'impact et les pratiques de finance d'impact. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement à impact ? Donc, on a aujourd'hui plusieurs initiatives de place en cours qui devraient aboutir à des référentiels méthodologiques qui, on espère, seront convergents. Et enfin, évidemment, on a fait une ouverture dans le bilan sur le contexte de la sanitaire actuelle qui a accéléré les réflexions en cours sur l'articulation entre les enjeux sociaux et environnementaux et fait émerger, entre autres, la notion de transition juste, sur laquelle d'ailleurs Finance for Tomorrow s'est positionné récemment.
Merci à Maria et Émilie pour cette restitution. J'aimerais, avant de poser les quelques questions de nos participants, peut-être approfondir un peu la question de l'impact du contexte actuel. J'aurais demandé à Maria puis à Émilie, est-ce que vous pensez que tous les progrès que vous venez d'exposer et qu'on a pu exposer dans ce bilan 2020, est-ce que la pandémie de Covid-19 pourrait impacter ces stratégies de tous les acteurs et ces progrès visibles de ces derniers temps? Est-ce qu'elle les accélérerait ou est-ce qu'il y aurait un infléchissement? Par exemple, est-ce que ça a pu remettre en cause ou freiner la progression des exigences de transparence qu'on observe au niveau des acteurs ou des produits pour Maria et Émilie? Ok. Bon, évidemment, il est un petit peu trop tôt pour dire quel est l'impact de la pandémie sur la finance durable ou la finance climatique en particulier. Donc, dans le bilan, on l'évoque, hein, mais il a été écrit en fin d'été, à partir de données du premier semestre, et donc il donne une vision très impressionniste du lien entre la pandémie et la finance verte, d'autant plus que la crise n'est pas finie. On peut quand même faire plusieurs remarques. La première, c'est que, contrairement à la crise précédente de 2008-2009, la crise actuelle est d'abord sanitaire, sociale et économique. Et les acteurs financiers, les systèmes financiers n'ont pas été affectés en première ligne à court terme. Donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de raisons de changer les engagements et les politiques qu'ont pris les acteurs financiers. Par ailleurs, vous savez que ce choc économique, il est double. D'une part, c'est un choc d'offres et qui empêche encore l'économie réelle de produire et de commercer complètement comme elle le pourrait. Et ce choc a révélé des manques dans certains secteurs, notamment des services, des produits essentiels de santé, dans le domaine social également. Et ça, à très court terme, ça a donné lieu à l'émission d'obligations très spécialisées, qu'on a appelées les Corona ou les Pandemic Bonds, d'abord publiques par les grandes banques de développement, mais aussi privées. Donc on voit que la finance s'est un peu adaptée au contexte. Alors, on a vu aussi à court terme que les émissions d'obligations vertes avaient marqué le pas au premier semestre, au profit d'émissions d'obligations durables, c'est-à-dire qui mixent des objectifs environnementaux et sociaux. Donc ça a répondu à un enjeu conjoncturel qui était de financer plus d'investissements à impact sociaux, notamment en suivant les objectifs de développement durable dont Émilie a parlé. Donc, d'un autre côté, la pandémie, c'est aussi un choc de demande qui a touché la consommation dans certains secteurs plus que d'autres, tels que l'énergie, le transport, le tourisme, la restauration, etc. Et certains de ces secteurs sont très émetteurs, actuellement parfois en difficulté. Par exemple, le secteur du pétrole et gaz, l'aviation. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'acteurs financiers qui aient pris des engagements dans ces domaines, qui aient infléchi ces engagements en faveur du climat dans sa relation avec ces secteurs très émetteurs. Bon, si on regarde un peu le secteur de l'énergie, on voit qu'au contraire, du moins en Europe, on constate de la part du secteur pétrole et gaz notamment, une intention d'accélérer la transition pour, en partie, répondre aux demandes de leurs actionnaires et financeurs. Et là, je fais référence à tout le mouvement des acteurs du pétrole et du gaz qui se sont engagés à atteindre une neutralité carbone à horizon 2050. Suite notamment, mais pas seulement, à la demande de leurs actionnaires. Alors, une autre peut-être indication, c'est que la crise du Covid a aussi révélé plus largement des fragilités dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs économiques. Et elle a révélé l'importance
de leur résilience au choc. Et peut-être, mais bon, ça c'est un vœu pieux, c'est pas une tendance qu'on a observée, mais pour l'instant, mais peut-être que cela va pousser le secteur financier à approfondir sa réflexion sur les risques physiques dus au changement climatique et partant à sa réflexion sur le financement de l'adaptation, qui reste aujourd'hui un peu le parent pauvre des politiques climatiques des acteurs financiers. Une autre notation, si tu veux, c'est que c'est une autre dimension, c'est que plusieurs études ont cherché, au moins au début de la pandémie, à démontrer que l'investissement socialement responsable se maintenait mieux dans la crise que les investissements ordinaires. Or, malheureusement, la dernière grande étude de l'OCDE sur l'investissement socialement responsable infirme plutôt cette conclusion, mais surtout parce qu'il lui paraît impossible, par manque de données et grande disparité des pratiques d'investissement responsable, à tirer des conclusions dans ce domaine. Et enfin, alors, et je pense que ça c'est l'élément peut-être le plus important dont on parle dans le bilan, c'est que le sujet du lien entre la Covid et la finance concerne aujourd'hui surtout les orientations économiques et les financements publics qui peuvent être mis en œuvre. Et là, le bilan s'appuie sur une base de données, un outil de suivi qui s'appelle le Carbon Policy Tracker, qui montre, en tout cas dans le secteur de l'énergie, que dans l'urgence, les financements publics ont été très largement indiscriminés. Ils ont notamment contribué à sauver des secteurs tels que l'aviation, la construction automobile et leurs milliers d'emplois, mais sans, en général, demande de contrepartie relative à la transition énergétique et écologique. Donc, bon, il serait important, et là on verra ce que donne dans la suite le tracker, il serait important que les plans de relance affirment maintenant des orientations de transition plus nettes que ces plans d'urgence. Et il nous semble que des pays, des régions telles que l'Europe, qui avaient déjà élaboré des plans d'investissement verts, seront probablement en mesure d'y insérer plus facilement des plans de relance verte. Voilà, j'ai vu aussi que le président élu américain était en cours d'élaboration d'un plan qui s'appellera Build Back Better, et ce qui est bien l'enjeu. Enfin, tout ça pour conclure qu'avec ce tableau impressionniste, on peut estimer que la finance verte est aujourd'hui plutôt une lame de fond, une tendance lourde, sans doute un peu lente, telle qu'on a vu dans le rapport, mais qui ne sera pas remise en cause par la crise pandémique. Okay. Oui, c'est aussi un constat qu'on fait sur les plans de relance aussi, c'est ce qu'on suit également dans le bilan par secteur d'émissions que nous allons prochainement aussi publier avec Climate Change, de voir aussi leur évolution et de voir en fait, dans chaque secteur à quel point les finances publiques vont aider certains secteurs de la transition, ou plutôt peut-être aggraver les manques, en tout cas de manière plus précise et avec des acteurs type avec en regardant les impacts pour les acteurs, les entreprises ou les collectivités de manière un peu plus précise. Est-ce qu'Émilie, tu voudrais préciser un peu les propos de Maria rapidement avec un micro voilà. Moi, je pense que Maria a dit dans les grandes lignes ce qu'on a observé. Et donc, évidemment, au niveau ce qui peut-être, il faut préciser maintenant que le climat n'est plus qu'un enjeu politique, mais est maintenant complètement intégré dans les décisions de la régulation et de la supervision. Ce sont évidemment des positionnements à long terme qui ne vont pas être en tout cas remis en cause avec le contexte, car on est sur des institutions dont le rôle n'est pas de faire de la politique, mais véritablement d'œuvrer à la stabilité financière, et donc qui mettent en place des plans à long terme, donc là qui ont été parfois décalés avec la crise sanitaire, mais en tout cas qui ne seront pas annulés, ça c'est certain. Bien, merci. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais poser ces deux questions de la part de deux participantes.
La première, je vais les poser toutes les deux ensemble et je vous laisserai y répondre pour les minutes qui nous restent. La première question est de Martina Spriano, qui se demande quel est votre constat concernant la mise en œuvre des politiques de désinvestissement des banques françaises, puisque Martina Spriano rappelle également que que le rapport de l'AMF constate que l'exposition des banques et assurances au charbon thermique est résiduelle, mais il préconise tout de même des actions de transparence et de rigueur dans la méthodologie de calcul des banques. Donc voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question nous vient de Anne Barr, qui serait intéressée de savoir si l'intégration du genre, de la question du genre, fait partie des lignes directrices ou des critères de la finance verte ou la finance durable, comme a fait cette distinction Anne-Claire Roux, ou encore des outils développés pour mesurer cette finance verte ou durable. Merci. Marianne, peut-être en premier et après Émilie. D'accord. Oui, sur les politiques d'exclusion des banques, nous nous sommes reposés sur le rapport annuel 2020 de Banking on Climate Change, et qui montre que comment dire, beaucoup de banques, 26 parmi les 35 plus grosses banques mondiales, une majorité, 26, ont adopté des politiques de restriction au charbon, et 16, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, limitent leur financement au secteur les plus dommageables, du pétrole et du gaz. Ces politiques sont souvent partielles, mais elles progressent. Et comment dire, voyons, les banques françaises sont assez bien placées dans ce classement, qui adopte toujours la même méthode. Alors je sais que la méthode peut être critiquée par les banques, mais c'est toujours la même méthode, année après année, et elle classe bien les banques françaises, sachant qu'elle considère que, bien sûr, dans la pratique, c'est encore insuffisant. Est-ce que tu veux que je réponde à la deuxième question? Ou peut-être Émilie répond à la première et après on revient sur la question du genre. D'accord. Ouais, c'est peut-être plus simple pour compléter. Alors, oui, merci Amaury. Peut-être pour compléter donc, ce que tu as dit, Maria, et pour faire écho donc, au document qui a été évoqué donc, de l'AMF et de l'ACPR sur les pratiques de place en matière de politique charbon. Donc, comme il a été dit dans le rapport, on remarque une avancée. Les assureurs sont plus avancés en matière de politique charbon que les banques, ce qui est donné dans le rapport. Et c'est vrai que l'exposition au charbon thermique des banques au niveau de leur bilan est sûrement plus faible que dans des banques d'autres pays. Cependant, il est très important d'avoir des politiques sectorielles, la politique charbon d'abord, mais ensuite que la politique charbon est un peu le fer de lance de le développement de politiques sectorielles qui vont devoir être appliquées sur d'autres secteurs qui sont matériels à la transition bas carbone. On commence par le charbon, mais après, il faudra aussi parler des autres types d'énergie fossile, le transport, etc., et l'appliquer aussi à d'autres enjeux environnementaux. Donc, c'est pour ça que c'est très important que la politique charbon soit un petit peu un exemple, qui est un effort d'exemplarité au niveau des exigences de reporting, de mise en place de la politique, de revue annuelle, etc., pour ensuite que ce soit déployé sur les autres secteurs. Et donc, ce qui est souligné dans le rapport, c'est une exigence importante que les politiques donnent aussi des dates de sortie du charbon, ce qui n'est pas forcément le cas, justifient leur seuil d'exclusion et publient chaque année l'exposition aux actifs charbon qui sont toujours dans leur bilan. Et justement, ce reporting d'exposition des actifs bruns, donc là, spécifique au charbon, est souvent fait par des rapports ONG qui ont souvent des méthodologies de très grande qualité, mais qui n'ont pas forcément accès à tout, car aujourd'hui, les banques ne sont pas
forcément obligée de donner d'être transparente sur l'exposition aux actifs bruns de façon très granulaire. Et donc ça, c'est très important que les banques elles-mêmes fassent travail et fassent un effort de reporting annuel sur les actifs résiduels du charbon. Donc, je te laisse la parole pour la deuxième question, Maria. Alors, je ne m'en souviens plus, Maury, tu peux me la répéter, s'il te plaît? Alors, je vais la répéter. Donc, cette question d'Anne Barr, sur l'intégration du genre, est-ce que l'intégration du genre fait partie des lignes directrices ou des critères de la finance durable, ou encore des outils qui sont développés qu'Émilie a mentionné assez longuement pendant Ouais. la restitution? Écoute, bon, on n'a pas vu ça dans la thématique climat, si tu veux. C'est probablement une dimension qui est regardée par les acteurs financiers à travers leur politique plus d'investissement socialement responsable et l'application de critères sociaux et de gouvernance à leurs activités. Mais en lien avec le climat, non, on n'a pas vu ça, en tout cas dans la finance privée. En revanche, je sais que les banques publiques de développement, banques multilatérales et banques bilatérales de développement, commencent à intégrer cette question du genre dans les politiques climat. Notamment parce que, par exemple, elles se soucient d'un égal accès aux infrastructures par les femmes, ou considèrent que l'intégration des femmes dans l'économie est un facteur de réussite de la transition énergétique et de justice aussi. Voilà, donc je dirais plus la finance publique que la finance privée, à ma connaissance. Ok, très bien. Merci Maria. Émilie, peut-être que tu as un complément de réponse sur cette potentielle intégration du genre dans les critères ou les méthodes que tu as exposées rapidement? Non, je n'ai rien vu de mon côté. Ok. Effectivement, c'est une question d'ailleurs qu'on essaie aussi de traiter dans le reste des bilans thématiques. D'ailleurs, je conseille d'aller voir le travail de Women Engaged for Common Future, qui réfléchit aussi à cette intégration dans les différents aspects de la transition écologique et notamment énergétique dans le cadre de WECF. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore cette session de restitution. J'aimerais encore une fois remercier beaucoup Maria Scollan et Émilie Marbeau pour leur temps, leur expertise, leur grande expertise et leur volonté de contribuer à ce suivi annuel. Je pense encore une fois qu'il est important de comprendre les tendances en jeu chaque année, les lames de fond, comme l'a dit Maria, ou des sursauts conjoncturels, comme on a pu l'observer cette année. Et j'espère que ce bilan aidera tous les acteurs, les participants ici, et d'autres et au-delà, à comprendre, à vous emparer de ces tendances et à contribuer à faire avancer votre réflexion en tant qu'acteur de la finance peut-être, ou acteur public ou privé. Voilà, merci à tous et je vous donne rendez-vous à la semaine de l'Observatoire début décembre pour des petits débats et conversations autour de notre bilan sectoriel. Voilà, qui ira un peu plus en profondeur dans chaque secteur de mission et dans l'action réalisée par les collectivités, les entreprises et la société civile. Et parfois également toujours les acteurs de la finance pour l'économie réelle. Merci beaucoup. Une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.